Bienvenue à tous. Moi, j'aime beaucoup les gens humbles. J'espère que je le suis ou que je le deviendrai. Et du coup, je vais commencer par une citation qui me plaît beaucoup. Je commence toujours par celle-là parce qu'il s'agit d'être ensemble, de partager des choses, des questionnements, pas forcément une science infuse et de l'absolu. La citation, elle dit, je ne sais pas de qui elle est, elle dit « Tout a été dit sur tout, mais comme personne n'écoute, on peut répéter ». Moi, je l'aime beaucoup. Donc, bienvenue à tous. On a appelé, d'abord, curieux nom pour l'événement. On l'a appelé « Le client et moi ». Il y a beaucoup de gens qui ont passé beaucoup de temps à nous dire « Il n'y a pas une faute dans le titre, le client c'est moi ». Non, on voulait bien dire « Le client et moi » pour dire qu'on est tous clients aujourd'hui. Les choses se ressemblent, tendent à se lisser. On est tous clients, on est tous des porteurs de valeur et on est tous des acquéreurs, des acheteurs, des intéressés par un certain nombre de valeurs. On est client de marques, on est client d'État, d'institutions et même client de moments. Et on a voulu porter un regard sur cette notion de client, quel est son sens, comment le numérique la bouscule, l'interroge, l'étale, parce qu'il va en bousculer le centre, il va en bousculer la lisibilité, il va en bousculer la continuité et l'évaluation de la satisfaction. Et donc, le premier élément qu'on a voulu regarder, c'est la mécanique de ce comportement de client. Ce qu'est le client, comment il se comporte. Et en cela, la philosophie, les sciences humaines apportent des regards intéressants. Donc, je vais prier Marie-Laure Cuisance de me rejoindre. Oui, je vous en prie. Marie-Laure, vous êtes anthropologue, chercheur ou chercheuse, on en parlait il y a 5 minutes. C'est ça. Comment on dit alors ? Alors, chercheur ou chercheuse, peu importe finalement qu'on soit un homme ou une femme sur le sujet qui nous préoccupe. Je crois qu'on va mettre de côté cette distinction pour aujourd'hui, sinon ça complexifiera encore le débat. Mais effectivement, je suis anthropologue, je suis chercheur associé au laboratoire d'ethnologie et sociologie comparative, qui est une unité mixte entre l'université Paris-Ouest et le CNRS. Oui, moi j'avais une citation à donner. Dilater l'espace, fragmenter le temps, intensifier la voix. Ça vous parle cette citation ? Oui, je ne peux pas me permettre de renier ce qui a fait que j'ai fait ce métier aujourd'hui. Alors en tant qu'anthropologue, je m'intéresse donc à l'être humain dans sa dimension sociale, interactionnelle. Et j'ai choisi comme spécialité de m'intéresser aux transactions marchandes, aux échanges économiques, parmi les nombreuses activités humaines. Donc finalement, ce qui m'intéresse, c'est tous les lieux, tous les espaces-temps où il y a de la relation client, pour reprendre un terme qui est celui du marketing de l'entreprise. Je me suis intéressée beaucoup à une société d'assurance, donc, sur laquelle j'ai fait cette thèse, d'où vous tirez le sous-titre. Oui. Et je me suis intéressée aux transformations de cette relation client dans ce qui est le rapport au temps, le rapport à l'espace et le rapport à autrui dans les échanges économiques. Voilà. Alors, ce qui fait finalement la spécificité de l'humain, comme chacun le sait, c'est la communication, qui est une communication verbale, langage articulé, qu'on a acquis il y a quelques centaines de milliers d'années maintenant. Alors, même si on a ajouté à ça d'autres moyens de communication, comme la communication écrite, ça restait, en tout cas, jusqu'à peu, le moyen privilégié d'interagir entre humains. Alors, je fais un petit retour historique, puisque je suis la première à parler. Je vous en prie. Pour donner un petit peu de recul à ce qui se passe aujourd'hui. On dit souvent que le digital, c'est une révolution, que ça change tout. Ces changements, il me semble quand même qu'ils sont intervenus, qu'ils interviennent depuis un petit moment maintenant. Jusqu'en 1876, 1877, alors peut-être quelqu'un va reconnaître la date. La communication, c'était du face-à-face, c'était je parle à la personne, en même temps je la regarde, je vois son visage, je vois son corps, je vois son allure. Et c'est ainsi qu'on a procédé aux transactions marchandes pendant plusieurs dizaines, centaines de milliers d'années. Sauf qu'en 1876, on invente le téléphone. Et là, pour la première fois, on peut parler à des gens qui ne sont pas en coprésence, on peut parler à des gens qui sont très loin de nous. Première révolution phénoménologique, je dirais. Ensuite, on a continué avec l'invention du téléphone portable. Alors cette fois, on peut toujours parler à des gens qui sont très loin de nous. Mais on ajoute à cet élargissement de l'espace, on ajoute le don d'ubiquité, en fait, puisqu'on n'appelle plus chez quelqu'un, on n'appelle plus une personne dont on espère qu'elle sera chez elle ou à son bureau. On peut appeler tout le monde
où qu'il soit. Un peu plus tard, je pourrais citer l'invention et puis le développement des call centers, des centres d'appel, où là, on a encore une autre étape de franchie dans la relation entre les humains, mais plus précisément dans la relation commerciale. C'est-à-dire qu'on peut toujours appeler, enfin, on appelle toujours quelqu'un qui est potentiellement très loin de chez soi. Mais là, il y a une autre. Alors, il y a toujours ce don d'ubiquité, effectivement. On peut toujours parler, on peut toujours négocier un contrat ou acheter quelque chose auprès de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde. Mais en plus de ça, il y a une notion d'interchangeabilité, c'est-à-dire qu'on ne parle plus à une personne qui n'est pas là, mais dont on connaît le visage, dont on connaît le nom, donc une personne qu'on a déjà vue ou une personne qu'on ne connaît pas, mais que potentiellement on pourrait rencontrer. Cette fois, on parle à une personne de façon unique, on parle à une personne qui est anonyme, une personne qu'on a très très peu de chances de rencontrer. C'est ça la désincarnation que vous évoquez dans vos... Voilà. En fait, toutes ces étapes participent de ce que j'appelle moi des effets de désincarnation, ce qui fait que progressivement, pas seulement depuis les années dernières, on a cet effet de désincarnation qui se produit, qui est assez nouveau dans l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire qu'on contracte on fait des affaires, on vend, on achète des choses auprès de gens dont on connaît ni le visage ni le corps. Alors parfois on connaît seulement leur voix, et avec le digital, parfois même on ne les entend même plus parler. On n'a même plus aucun élément qui nous permet de les incarner, en quelque sorte. Un accent, un grain, un ton. Ce qui fait que, voilà, on est dans cet effet de désincarnation qui est assez... qui est assez révolutionnaire, il me semble. Ce qui fait que la question qui se pose, mais là on en a un exemple, on évoquait le titre de la journée, le client qu'on connaissait bien, on n'est pas en train de dire qu'on ne connaissait pas son client, on le connaissait bien et on doit réapprendre à le connaître, en fait, avec cette nouvelle donne de la désincarnation. Donc le client qui était roi, il n'est plus roi, on doit réapprendre à le connaître. On voit assez vite que ces effets de désincarnation, ils sont temporaires, puisque... Là, il y a déjà une autre proposition, on avait déjà parlé. Exactement. Le client, maintenant, pour l'entreprise, et l'entreprise pour le client, c'est quelque chose d'autre, quelque chose qui se reconstruit. Et on a un réagencement, en fait, de l'individu et du collectif, qui me semble assez intéressant à observer. Et je pense qu'on en aura, cet après-midi, je pense qu'on aura des exemples qui vont illustrer assez bien ce double effet d'incarnation et comment on réincarne ensuite le client ou la marque ou l'entreprise. Et l'anthropologue là-dedans, son travail, parce que vous parliez de l'invention du téléphone au 19e, c'est là aussi où je crois savoir que l'anthropologie va basculer d'un élément de philosophie, au fait, une discipline un peu faisant partie de la philosophie, il y a les sciences humaines qui arrivent, ça devient quelque chose à part entière. Quel est le propos de l'anthropologue sur ces questions ? Exactement. Alors, c'est le moment où, plus précisément, c'est la sociologie qui va émerger de la discipline des sciences, des humanités, en fait, de la philosophie plus précisément. L'anthropologue, à l'époque, était encore dans des contrées lointaines et s'intéressait uniquement à des sociétés exotiques, sans technologie, sans écriture même à l'époque. Aujourd'hui, on est assez proche des sociologues, et je fais moi-même aussi de la sociologie. Et je crois que le digital, c'est vraiment un carrefour pour nous, puisque le digital, finalement, c'est quoi ? C'est un point de rencontre entre des normes, entre des innovations technologiques, entre des comportements, entre des représentations. Parce que finalement, à chaque fois que les gens se parlent, même seulement avec des outils, même s'ils ne se voient pas, même s'ils ne se parlent pas en coprésence, finalement, ils ont quand même un imaginaire autour de ces contacts. Ils ont des façons de faire qui changent, et c'est aussi très réglementé, on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Donc, on peut observer l'humain à un moment qui est un moment clé, en fait, et qui nous permet, nous, vraiment de comprendre cet agencement entre toutes les dimensions de l'activité humaine. D'accord. Et il y a beaucoup d'impacts, effectivement, le numérique, mais si on devait en prioriser un pour dire que c'est le changement majeur, c'est quoi ? C'est cet émiettement de la relation ? C'est ça. Je pense que... Alors, moi, j'ai essentiellement travaillé sur la mise en place de centres d'appel
Et au moment de la mise en place de centre d'appel, il reste la voix, il reste ce petit D'accord, élément oui. personnalisant, en fait. Même dans une relation totalement anonyme avec un téléconseiller, un téléopérateur à l'autre bout du monde, dont on n'a même pas vraiment entendu ou retenu le nom, ou qui parfois Oui. utilise un pseudonyme, il reste un accent, il reste un ton. L'impact, je dirais, c'est cette fragmentation de la relation. On n'est plus dans une relation longue avec une entreprise, avec une marque, avec un vendeur, avec un concessionnaire, avec un conseiller en assurance. On est vraiment dans une série d'interactions uniques, anonymes et qui peuvent être relativement déconnectées les unes des autres. On est vraiment dans cette dissociation des différents temps de la relation avec l'entreprise. Oui, dont chacune existe à part entière, avec l'imaginaire qu'elle projette, avec les représentations. Exactement. D'accord. Exactement. D'accord. Et c'est autant de points qui vont produire de l'information, de la data, vous me voyez venir. Et justement, c'est la raison pour laquelle, pour continuer un peu ce propos, j'ai souhaité que l'on ait avec nous Henri Laude, que je prie de nous rejoindre. Tu ne viendrais pas. Tu me diras ce que tu penses de la transition plus tard. Je devais avoir 3 micros, par contre. Oui, bien sûr. Bonjour, je ne vais peut-être pas m'asseoir pour pas... Enfin, je n'ai pas testé la chaise. Voilà, donc je m'appelle Henri. Ingérable, rien n'a changé. Henri, quelques mots sur qui tu es. Tu as un parcours assez riche, on se connaît. Alors que je suis en train de parler. Depuis quelques années, je me tais. Je t'en prie. Donc je m'appelle Henri, voilà, c'est tout ce qu'il y a à retenir. En dehors du fait d'avoir voulu réussir ma vie, je l'ai entendu, là, je l'ai entendu, oui, c'est lui. Je fais à la fois de la data science, parce que c'est le buzzword d'aujourd'hui, mais surtout, je manipule les algorithmes depuis longtemps, on va dire, et je fabrique de la transformation dans les entreprises et des startups. Parce que c'est bien, parce que ça gagne des sous, et puis ça permet de ne pas avoir tout le temps un patron derrière soi, en fait, fondamentalement. Donc je fabrique des startups, elles fonctionnent pas. Voilà. Et si on en vient à cette histoire de data et d'incarnation, de réincarnation, je sais pas, eh bien moi j'ai l'impression que l'intelligence artificielle ou les machins que je manipule, ce sont des machins qui, au contraire, réincarnent complètement et trop les choses du quotidien des gens. Les gens se parlent à eux-mêmes. Ils ont une machine, un ordinateur, et là on commence à les aider à faire que ce truc-là ne soit que le reflet du développement de leurs idées. C'est-à-dire que le rapport à l'autre, effectivement, il a été tellement désincarné qu'ils sont obligés, ou que nous sommes obligés de façon fallacieuse peut-être, parce qu'on leur fournit un service, on va monétiser ce service, mais on leur fournit quelque chose qui reflète ce qu'ils pensent du monde à un instant T. On leur fournit une coque, et à la limite la voix de la personne qui est à l'autre bout du monde, et puis on va même la transformer en fonction de leurs désirs. Moi, par exemple, comme certains mecs, eh bien, j'aime bien que il y a bien longtemps, j'aimais bien que mon tom-tom me parle en féminin. Moi, je choisissais la voix femme. C'est comme ça. Ce sont mes attirances à moi. Eh bien là, c'est l'ensemble de votre vie que vous choisissez, entre guillemets, en harmonie avec ce que moi je veux vous vendre. Pas de chance. Il y a un bug. Donc le client et moi, parce qu'en fait, le monde entier était encapsulé dans l'interface que j'ai avec le client. Alors, le paradoxe, c'est que moi, j'en ai peur, je le critique. Et comme le gars qui est attaché à sa bombe, nucléaire en train de descendre, eh bien, tous les jours, j'essaie d'inventer un truc pour augmenter ça avec mes camarades. Donc, c'est mal. C'est mal. Donc, on parlera peut-être tout à l'heure de la responsabilité que nous avons tous vis-à-vis de la société. C'est pas pour introduire à ta place la personne qui suit, mais on ne peut pas s'en empêcher. Bon. Alors, que fait-on? Eh bien, moi, comment ça s'implémente, moi, dans ma vie? Eh bien, là, j'ai un laboratoire où il y a 3-4 personnes, c'est tout petit. On met des trucs dans des camions. Et puis, la personne qui conduit le camion, eh bien, en fonction de la façon dont le camion évolue dans l'espace, dans le temps, de ce qu'il a à faire, du régime moteur, de la position des yeux. Et c'est vrai, je ne suis pas en train de parler du futur, je suis en train de parler du présent. 5000 camions. Ce n'est pas tous les camions de la France. 5000 camions. Eh bien, grosso modo, on a réussi à encapsuler le conducteur dans une boîte où bientôt on pourra lui... J'exagère un peu, mais on pourra lui le mettre à l'arrière, si ça nous était... Par contre, il est le représentant du camion. Puis un jour, on l'appellera exploitant. Il ne sera même pas dans le camion. Il sera dans la matrice, en quelque sorte. Et je tiens à vous faire attirer votre attention sur le danger politique de tout ça.
Hein, parce qu'on le fera, nous. Quoi qu'il arrive, on le fera. On livrera les algorithmes. Le client sera moi. Mais le danger politique, c'est le côté dépendance hydraulique. C'est quoi la dépendance hydraulique? Vous êtes une petite cellule, vous êtes là, vous recevez du flux d'informations, vous fabriquez, vous moulinez comme une petite bestiole. Puis de l'autre côté, vous ressortez de l'information. Vous recevez de l'électricité, vous recevez de la nourriture, vous fabriquez des déchets, vous envoyez de l'eau sale. Hein, vous voyez, brusquement, vous êtes un petit processeur, hein, relié par N liens à d'autres petits processeurs, et vous fonctionnez comme des petites, comme je sais pas, des bactéries en train de fabriquer leur bouteille d'alcool, parce que j'aime bien aussi ça. Donc, vous fonctionnez pour quelque chose de commun. Et pourquoi ça va devenir important que cette transition se fasse? Mais pourquoi? Pourquoi je pédale? Pourquoi j'absorbe de la donnée et je la transforme, de l'électricité, je la transforme, j'ajoute un peu de valeur ajoutée là-dedans, oui, pour que, au sens thermodynamique, le système ne s'écroule pas. Et ce que j'ajoute, c'est l'intelligence, mon intelligence, entre guillemets. Donc en fait, l'intelligence artificielle, la fameuse intelligence artificielle, c'est le consommateur de l'intelligence humaine. C'est l'aspirateur d'intelligence humaine. Vous voyez? Et ça, ce serait bien, à un moment donné, qu'on réponde un peu à la question pourquoi. Voilà. Bon, j'en sais rien. Je vous la livre parce que moi, j'ai 60 ans et les choses commencent à s'éteindre tout doucement. Donc ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, bien, je vous la livre pour que vous répondiez, vous, à ce pourquoi. Et à quel moment ça va se poser ce questionnement, cette masse critique du haut de tes 60 ans alors? Alors, du haut de mes 60 ans, mais pas de mes 70, donc je ne sais pas. Oui. Je ne sais pas encore tout. Il y a un bouton. Ils ont triché. Ils ont voulu me censurer. Ils sont partout. Alors, à partir du moment où vous avez l'impression, vous, de faire quelque chose de réel en ne manipulant que des artefacts électroniques, vous pouvez vous dire que vous êtes rentré dans l'autre monde. D'accord? Où votre seul contact avec le réel s'appelle les vacances, le sport, eh bien, vous êtes rentré dans l'autre monde. Donc, ne faut-il pas, à un moment donné, se poser la question du sens de ce monde? Alors, on peut se dire, tiens, il y a un sens collectif. Alors, le sens collectif, c'est quoi? Je vais vous donner un truc. Moi, j'ai un algorithme que j'adore, que j'appelle... c'est pas moi qui l'ai appelé, c'est fini. C'est fini. Bon, alors, je vais vous le faire en 2 minutes, hein, c'était à 3 heures. Donc, je ne lâcherai pas ce micro. Bon, il y a un algorithme Swarm, PSO, ça vous dit quelque chose? Les fourmis, les essaims. Donc, vous voyez, une fourmi, c'est un petit truc. C'est un petit truc qui n'est pas très malin, une fourmi. Hein. Et pourtant, collectivement, les fourmis, ça va chercher du sucre, ça leur ramène la fourmilière, ça fait des trucs. Il n'y a pas de chef. Une fourmi, avec une somme d'intelligence faible, sans aucune prédestination, sans aucun chef, fait quelque chose. Donc, à vous de voir si vous voulez que ça soit géré politiquement, c'est-à-dire que quelque chose soit induit par une volonté quelconque, qui est peut-être la volonté démocratique, ou si c'est uniquement induit par les gènes de la fourmi, c'est-à-dire par le fait que cette fourmi ne veut qu'une chose, survivre. Hein, or, ce collectif survit très bien. Ce que je peux vous dire, c'est que l'algorithme en question tient sur 15 lignes. Okay, en 15 lignes, je simule le mouvement des fourmis sur un truc plat avec quelques hauteurs, allant chercher du sucre et le ramenant à la maison. Et donc, je n'ai pas eu beaucoup d'intelligence en 15 lignes. Hein. On a beau être malin, on n'a pas beaucoup d'intelligence en 15 lignes. Donc ça signifie que compte tenu qu'on est un petit peu plus malin que les fourmis, le grand réseau que l'on est en termes d'intelligence a une puissance absolument sidérale, donc qu'on ne comprend pas, et que sans objectif, en tout cas, je ne sais pas, je ne peux pas répondre à la question, donc je ne réponds pas très astucieusement, mais par contre, l'outil est révolutionnaire, mais c'est un point inégalé. C'est puissance N, la fourmilière qui fonctionne déjà et qui est quand même vachement capable de mettre le désordre dans ma salle de bain depuis quelques jours.
Ce qui est curieux, c'est qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure, c'est que cette idée de l'importance, par exemple, du collectif, de cette pensée collective et du sens commun, du sens collectif, ça devient presque un des jouets, un des artefacts, pour reprendre ton mot, avec lequel le système joue pour nous embarquer. Parce qu'on va se dire, on a besoin de toutes ces intelligences pour exprimer les collectifs. Et on en parlait il y a quelques temps, tous ensemble, les speakers, on se disait, il y a aujourd'hui une sorte d'injonction à l'innovation. Il faut innover, il faut avancer, il faut exprimer les artificiels, les intelligences et les créations. Et donc, on ne sait pas trop à quel moment il y a cette masse critique. Pour reprendre ce que tu disais, moi, je ne pense pas qu'à un moment donné, on verra qu'il n'y a pas assez de réel, il y a trop de virtuel. Je crois que c'est quelque chose qui va devenir de plus en plus insidieux, de plus en plus très, très difficile à lire. Il faudra que, si on cherche le sursaut et l'appel de sens, il faudra qu'on le trouve dans autre chose. Comme toi, je ne sais pas du tout, mais il y a un besoin de ça, il y a un besoin de sens, de régulation, de poser un petit peu les choses. Et une dimension qu'on a voulu traiter dans l'événement, je fais les transitions comme je peux, c'est celle du droit et de ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, et de la sécurisation. Frédéric Bourguet du cabinet Fidal, si vous voulez bien nous rejoindre. Merci. Merci. Bonjour. Frédéric, je pouvais peut-être mieux faire comme introduction pour vous appeler parmi nous. Mais déjà, si vous voulez bien vous présenter, vous dire votre surface à l'intérieur du cabinet Fidal. Oui, donc finalement, je m'occupe du pôle propriété intellectuelle et nouvelles technologies chez Fidal. Ça fait plus de 15 ans que je travaille sur ces sujets-là, pas forcément que chez Fidal, mais en tout cas, j'ai une quinzaine d'années d'expérience sur ces questions-là. Et effectivement, et avant d'être avocat, je suis aussi un individu. Donc ça rejoint en réalité des intérêts et des questions que je me pose moi-même à titre personnel. Donc, chez Fidal, je m'occupe de ça, effectivement, et le métier a changé grâce aussi, ou à cause peut-être, du numérique également depuis une bonne quinzaine d'années. Oui, oui. D'ailleurs, juste, vous pouvez dire quelques mots sur le métier. Qu'est-ce qui a, en quelques mots, changé dans votre manière d'accompagner, de sécuriser le business des clients? Alors, et leur avant même, en fait, que ce soit le métier qui m'impose éventuellement un changement, en tant qu'individu, en tant que citoyen, en tant que consommateur, client aussi, du coup, pourquoi pas, on se rend compte effectivement depuis 15 ans qu'on vit de manière différente. Donc moi j'accepte souvent effectivement, je sais que je suis peut-être plus connecté que beaucoup de monde, mon métier oblige, mais on se rend compte quand même que j'accepte moi d'avoir un outil numérique ou un outil digital ou une vision des choses, dès lors que ça reste un outil et que ça me sert à quelque chose qui me paraît utile. Par contre, je commence à me poser la question du sens, comme vous disiez, effectivement, dès lors que j'ai l'impression que l'outil devient un petit peu plus une fin, ou qu'on me l'impose, ou que finalement je suis plus addict ou dépendant de la chose, que si elle a fait l'objet de ma part d'un vrai choix. Donc à titre personnel, j'ai déjà ce ressenti. Et on le retrouve finalement dans le métier, puisque le métier d'avocat, comme beaucoup de métiers, a changé aussi. Il y a beaucoup de métiers de rente de situation parfois, ça ne me concerne pas forcément dans ma spécialité, mais dans certaines autres, effectivement, qui peuvent disparaître parce que le numérique est devenu effectivement à remplacer l'activité humaine sur une partie où il y a une moindre plus-value de nos services, et qu'il y a beaucoup de services prédictifs ou anticipatoires effectivement sur le sujet. Mais d'un autre côté, lorsqu'on fait aujourd'hui le métier d'avocat, il y a 15 ans, l'avocat était facilement perçu comme la personne du contentieux, parce que effectivement, c'était lui qui allait plaider. Aujourd'hui, le contentieux, ce n'est pas la panacée. Le but, c'est d'avoir effectivement d'anticiper, de prévoir, de prédire les risques pour faire la bonne relation contractuelle au départ et de pouvoir justement gérer ces choses-là. Et c'est vraiment différent de ce qu'on pouvait faire il y a 15 ans où plutôt 70% du temps était consacré au contentieux. Alors qu'aujourd'hui, sauf les départements contentieux, c'est plutôt, dans mon domaine, plutôt 30% pour les cas finalement extrêmes. Et c'est vrai que ça oblige à se poser des questions. Et quand vous faites des contrats sur les questions digitales, puisqu'on le fait au quotidien dans le département, sur des questions d'information digitale, sur l'informationnel, vous dites comment je vais organiser ce contrat, comment je vais protéger mon client et éventuellement les clients ou les consommateurs de ce client par rapport à une matière dématérialisée, désincarnée parfois, qui est moins matérielle que lorsqu'on fait de l'innovation brevet, de la marque ou des choses comme ça, où là on a un titre, on a un droit qui existe. Oui. Lorsqu'on gère du secret, du savoir-faire, de la connaissance, on est dans quelque chose qui est beaucoup moins réglementé d'une part et qui n'a pas de barrière matérielle. Donc ça circule, ça se fiche effectivement des frontières juridiques notamment. Les cultures juridiques ne sont même pas les mêmes, donc on n'est pas du tout à l'abri d'avoir, même en ayant un droit, d'avoir à être confronté à une culture radicalement différente, que ce soit aux États-Unis ou dans des pays en développement. Et on a des sujets. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, la question de se poser dans notre pratique depuis une bonne dizaine d'années sur différents sujets, faire un contrat c'est bien, mais comment sécuriser ces risques qui sont liés à la circulation de la data, comment garder malgré tout un lien incarné sur l'intelligence, l'information et la donnée personnelle par exemple,
Et il se trouve que depuis 2-3 ans, on voit apparaître, pour parler maintenant de plus droit dans le métier, un certain nombre de réformes qui sont souvent lourdes pour vous, entreprises, ou pour les personnes qui sont les cibles de ces questions-là, mais qui reflètent véritablement un changement de curseur sur la façon de procéder. L'idée, c'est plus de laisser faire effectivement le juridique ou le contrat uniquement, mais de créer des cadres, de créer de la traçabilité, de créer un encadrement plus éthique, plus traçable sur différentes questions. Et il suffit de se tourner sur l'activité, sur les réformes finalement depuis 2-3 ans sur le sujet. On a des réformes sur les données personnelles, le fameux RGPD. On a des réformes sur le secret des affaires. C'est à la même date, même moment, même heure, ça arrive en même temps. C'est la protection de l'information, du secret. Et ça vient d'entrer en vigueur il y a un mois. On a une réforme sur la loi Sapin 2 qui vous accompagne sur des questions de corruption, de traçabilité effectivement de l'actionnariat, etc., etc. Sur les lanceurs d'alerte, l'information qui circule plus ou moins bien contrôlée par la presse, par exemple. Il y a des vrais sujets comme ça d'encadrement de l'univers numérique pour essayer de trouver un cadre éthique. Alors je ne dis pas que c'est la panacée, je ne dis pas que c'est forcément quelque chose de stable et de pérenne pour 10 ans, mais au moins, en tout cas dans mon métier, par rapport aux questions de sens qu'on peut se poser, aux questions de désincarnation parfois du sujet, de la donnée, de l'information pour l'individu, je trouve ça plutôt rassurant, et ça moi me rassure à titre personnel aussi, que d'avoir un cadre qui me fait idéaliser peut-être, mais en tout cas qui me permet d'imaginer un encadrement plus pérenne, quitte à bien sûr ce qui soit évolutif et qu'il accompagne sociologiquement ou politiquement les choses, mais c'est important quand même qu'il soit évolutif. Mais c'est plutôt rassurant, je trouve, d'avoir ce type de prise de conscience, même si pour l'instant, c'est peut-être limité éventuellement à la France ou à l'Europe ou à pas toutes les cultures juridiques. Mais il y a des vraies zones pour être réassuré sur le sujet, je trouve en ce moment. Donc, ils se les posent, ces questions, les clients. Ce que je veux dire par là, on en parlait tout à l'heure, il y a cette espèce d'opposition entre les développeurs, les créateurs et de l'autre côté, les régulateurs, pour schématiser un peu trop rapidement. Est-ce que c'est juste une réponse, en gros, à un cadre législatif qui pose un certain nombre de cadres et d'échéances, ou est-ce qu'il y a une réelle prise de conscience sur le client, ses traces, la data, ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, le droit au sens dans une certaine qualité de moralité vis-à-vis du client. Je ne parle pas de réglementation là, parce que je parle à un avocat, donc le mot droit a un sens. Alors, effectivement, c'est assez amusant parce que quand je parle ou quand je forme des personnes sur le sujet ou des clients sur le sujet, je m'adresse à deux personnes, à la fois l'organisme, la structure, que ce soit une société, une collectivité ou une association, en tant que professionnel éventuellement ayant un service avec des clients, mais aussi à l'individu. Autant l'individu, si on donne des exemples et des illustrations, va sentir la question, va comprendre le sujet. Moi, je parle souvent de ce qu'on vit en termes quotidiens sur la matière. Mais autant, effectivement, parfois, lorsqu'on s'adresse à la société ou aux différentes fonctions de la société, ce n'est pas encore intégré à ce niveau-là. Il suffit de voir, par exemple, pour le RGPD, si on prend 2 ans de recul sur le sujet, comment les formations, on a au départ forcément des réactions négatives, c'est pas rentable, c'est une charge, c'est lourd, c'est compliqué, ça ne s'applique pas à nous, etc., etc. Et lorsqu'on en parle, on imagine finalement les solutions éthiques, la solution rentable à long terme, l'image commerciale positivée par rapport à l'attente de l'individu à laquelle du coup on s'adresse aussi. Mais c'est vrai qu'au final, lorsqu'on s'adresse à un client ou à une société, on n'a pas forcément ce premier retour immédiat, sauf dans certains cercles déjà en avance de grandes sociétés éventuellement qui ont une éthique sur le sujet, mais ce n'est pas forcément la majorité. Et typiquement même les startups avec qui on travaille en nombre, comme vous le disiez, il y a de tout. Hein. Il y a des startups dans lesquelles on croit parce qu'elles ont un vrai projet technologique, innovant et qui amène du sens à quelque chose. Mais il y en a d'autres qui, effectivement, ne font qu'être la énième bonne idée du même modèle et qui veulent effectivement uniquement passer quelques années à développer une bonne idée, mais sans réfléchir, et on en trouve plein dans nos applications, à l'impact social, sociologique et humain que ça peut avoir sur les personnes. Donc ça, effectivement, c'est un peu plus inquiétant. Et les réactions, vous voyez, comme de la part d'une start-up, comme une grande entreprise, ne sont pas encore toujours au rendez-vous sur ces sujets-là. Mais ça demande d'être travaillé, je trouve. D'accord. On parle beaucoup vous parliez d'RGPD, on parle de technologie et de son poids là-dedans. Elle n'explique pas tout, elle est pas dans tout, mais elle est quand même à l'origine d'un certain nombre d'impacts. Et c'est en cela la raison pour laquelle je voulais que Frédéric Digleria d'Econocom soit avec nous. Frédéric, si tu veux bien nous rejoindre. Merci, bonjour. Frédéric, je vais te laisser te présenter. Après, je dirai pourquoi j'ai trouvé intéressant que tu sois des nôtres à plusieurs égards. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, Frédéric Digleria, je travaille chez Econocom depuis 1 an et demi maintenant dans une division qui s'appelle DAS, Digital Application Services.
Donc c'est une division qui travaille avec vous sur toute la partie applicative de solutions qui vous sont proposées à vous ou à vos clients finaux, hein, tout simplement. Je suis plus spécialisé dans le secteur éducation, enseignement supérieur, puisqu'on a travaillé depuis quelque temps sur une offre dédiée à l'enseignement. Quand je parle de l'enseignement, je parle des écoles de commerce, des écoles d'ingénieurs, des universités, où en gros notre proposition, voilà, ce qu'on propose à nos clients, c'est vraiment l'ensemble des services dont a besoin une école, un établissement d'enseignement pour fonctionner. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, hein, de tout ce qu'on peut proposer. Voilà, l'idée, elle est là, c'est qu'on a beaucoup d'établissements d'enseignement qui sont des entreprises, hein, parce que donc on a l'enseignement public, l'enseignement privé, qui sont des entreprises. Si vous prenez des écoles de commerce, par exemple, ce sont des centres de profit, entre guillemets, avec un bilan, un compte de résultats, des clients, des fournisseurs. Voilà, donc à ce titre-là, comme n'importe quelle autre société, hein, que vous pouvez connaître, ils ont des besoins dans l'IT. Ils sont face à une concurrence qui est de plus en plus mondialisée. Alors on le voit, beaucoup d'écoles se regroupent, notamment en France. Hein, c'est la France qui a lancé ce type de fusion avec la fusion de quelques grosses grandes écoles. À ce titre-là, elles ont besoin de se transformer. Elles ont aussi besoin d'innover pour répondre aux problématiques du marché, à cette concurrence qui est vraiment qui existait déjà au niveau national, hein, pour ceux qui connaissent les concours d'entrée dans ces écoles, mais qui est de plus en plus internationale. Voilà. Alors pourquoi dans l'éducation et pourquoi je travaille sur cette partie-là, puisque avant de travailler chez Econocom, j'étais client, hein, puisque j'étais il y a encore 2 ans DSI de Sciences Po Lille, et puis j'ai passé une dizaine d'années donc chez Schema Business School, hein, que vous connaissez peut-être, en tout cas pour les locaux, et je sais qu'il y a des diplômés dans la salle, où j'étais DSI de Schema Business School durant une dizaine d'années. Et donc là aussi, j'étais client d'Econocom. Oui, ça allait être ma question. Est-ce voilà. que tu étais client et puis avant, je travaillais chez Rexel aussi, donc, qui est leader mondial de la distribution de matériel électrique, où là encore, j'étais client d'Econocom. D'accord. Voilà. Et sinon, à mes heures perdues, je suis enseignant aussi. Je trouvais intéressant parce que, Frédéric, on parle beaucoup de la notion de client aujourd'hui, et je trouve par rapport à Econocom, et ça pourrait être par rapport à un autre opérateur de l'IT, tu as vécu cette relation client des deux côtés. Donc je voulais savoir comment étant passé de l'autre côté, comment tu la vois, dans l'IT particulièrement, avec un client externe. Après, on reviendra par rapport à l'IT, par rapport à l'interne. Alors, j'allais dire, si la question c'est est-ce que le client interne est le même que le client externe, je serais tenté de vous dire non mais oui, oui mais non. Voilà, c'est une réponse de Normand. J'ai vécu un peu au Havre, en Normandie. J'allais dire, tout dépend comment on positionne une DSI dans une organisation. Selon la taille de l'organisation, selon la maturité de l'organisation, quand je parle d'organisation, c'est entreprise privée, publique, association, etc. etc. La DSI ne va pas forcément se positionner de la même manière. J'ai eu des expériences où la DSI était petit 1, un centre de coût, et petit 2, ce qui faisait que ça ne marchait pas bien. Voilà. Ça existe encore, ça. Après, chaque organisation, quelle qu'elle soit, elle a, j'imagine, une stratégie, elle a un positionnement marché. La DSI, en tout cas pour moi, ce n'est pas un centre de coût, bien évidemment, c'est un peu tarte à la crème, hein, ce que je dis là, mais ça doit apporter de la valeur par rapport à la stratégie de l'entreprise vis-à-vis de ses clients finaux, ce qu'elle souhaite apporter comme service à ses clients finaux. Donc je dirais qu'à ce titre, et là pour le coup j'ai vraiment vécu la transition où donc en tant que DSI je faisais appel à des prestataires extérieurs, hein, donc Econocom et d'autres, pour délivrer les différents services dont j'avais besoin. Et que le fait d'être de l'autre côté, finalement je m'aperçois, je ne vais pas dire que je fais le même métier puisque là je suis plutôt sur un côté, sur un côté commerce. Oui. Quoi qu'il arrive, le client, qu'il soit externe ou interne, va être le même. À un moment donné, une DSI est là, non pas en tant que... J'allais dire, la DSI, c'est simplement un moyen. Le digital, c'est simplement un moyen, ce n'est pas le résultat. On ne fait pas de l'informatique pour faire de l'informatique, sauf si on développe. Mais, donc, ce qui est important, c'est vraiment, petit 1, d'être au service des métiers. Donc, qu'on soit en interne, on va être au service de clients internes. Et à ce titre-là, on a des droits et des obligations.
Tout comme, j'allais dire, le client qui n'est plus roi mais moi, a lui aussi des droits et des obligations. Et ça, je trouve que c'est valable qu'on soit en interne ou en externe. Là, je suis sur certains projets actuellement chez des clients donc, que tu connais d'ailleurs, en local, où là, pour le coup, je suis là en tant que prestataire extérieur. Oui. J'avais encore une réunion hier où je me voyais encore de l'autre côté de la barrière il n'y a pas si longtemps que ça, quoi. D'accord. Donc moi, la notion de client interne, client externe, je ne me la pose pas forcément. Donc je dis D'accord. oui, le client interne et le client externe sont quand même très très semblables. D'accord. Après, je dirais non parce que, mais ça reste à la marge, Oui. parce que j'allais dire entre guillemets le rapport contractuel n'est pas forcément le même. Bien sûr. Voilà, donc on a une relation commerciale avec un prestataire, avec une ESN. En interne, on va dire, c'est peut-être votre client final, c'est peut-être votre chef. C'est la direction générale. Donc il y a un lien de subordination qui n'est pas forcément qui crée une petite différence. Et je voulais croiser les deux sujets, l'interne et l'externe, parce que justement, parmi les défis auxquels sont soumis les DSI aujourd'hui, c'est toute cette obligation de positionnement par rapport à l'innovation. Voilà, ils ont... Que sont-ils par rapport à la thématique de l'innovation dans l'entreprise? Sont-ils un appui? Doivent-ils ou peuvent-ils se saisir du sujet de l'innovation? C'est quoi déjà le sujet de l'innovation dans l'entreprise? Et ma question c'était, est-ce que face à ça, les opérateurs du numérique tels qu'Econocom sont suffisamment attentifs à cette interrogation et accompagnent le DSI de façon un peu plus large que la fourniture du noyau central qui est le matériel, le service et tout ce qui peut être IT. On doit l'être. Comme tu as vécu la relation des deux côtés. On doit l'être parce que, et je reviens toujours au positionnement de la DSI, soit voilà, on a un centre de coût, on répond à un certain nombre de problématiques métiers, ça c'est ce qui est vraiment important. Après la question c'est de se dire soit je réponds aux besoins exprimés du client, oui, ou soit j'essaie de creuser un peu plus. Oui. Et c'est là que ça devient intéressant justement, en tout cas notre métier, que ce soit le métier de DSI en tant que prestataire interne, ou nous, en Econocom, en tant que prestataire externe, c'est d'aller un peu plus loin que le besoin exprimé du client. bien sûr. Alors là, on parle bien sûr de B2B, Oui. hein, Oui. mais j'allais dire, ça peut être du B2B2C, hein, puisque tout à j'allais fait. dire, moi, mes clients, Il y a toujours un client final. à la fin, on a toujours un client final, en l'occurrence des entreprises, des étudiants pour les écoles, hein, si je pense au secteur d'activité. Et c'est là où le métier devient intéressant. Voilà, c'est de travailler avec le client. Il faut qu'il ait cette maturité-là aussi. Oui. Et puis, il faut un certain nombre de techniques, il faut un certain nombre de... Il y a des façons de faire que tu connais bien, qui vont permettre justement de faire ressortir beaucoup plus que le besoin exprimé. Oui. Et là, ça devient intéressant parce que là, l'innovation peut avoir du sens. Oui. Et c'est vrai qu'on a eu cette discussion tout à l'heure, une innovation, on va dire, mesurée, cadrée, qui ne soit Oui. pas hors sol. À un moment donné, on a le réel, on peut rêver. On peut rêver, comme je disais, un projet, c'est un rêve, j'allais dire, avec une date d'échéance, quoi. Oui. Oui. Et donc, c'est ce qui est intéressant. Et je pense que notre devoir, notre valeur, c'est d'aller plus loin et d'apporter beaucoup plus que ce que le client attend. Marie-Laure, est-ce que c'est des thématiques auxquelles vous vous êtes intéressé, cette notion de... Il y avait les deux choses, et deux dimensions. Il y a la notion de client interne à l'entreprise et quels sont ses rapports, parce que là, ça prend de la dimension, que ce soit les DRH, les DSI, tous les porteurs de valeur en interne se posent cette question de c'est des consommateurs que j'ai en face, et ils sont soumis à l'extérieur aux mêmes applis, aux mêmes produits d'appel, et je dois les traiter comme tels. Donc il y a une espèce de rapprochement, c'est un des sujets qu'on va traiter dans un des ateliers. Est-ce que c'est un propos auquel vous avez porté attention dans des travaux, ou juste par intérêt intellectuel? Oui, alors j'ai observé, parce que moi je ne prédis pas, je ne fais pas, je ne développe pas, j'arrive après, j'observe et éventuellement après j'en parle. Mais effectivement, j'ai pu observer, alors je me suis beaucoup intéressée aux clients consommateurs et la relation du consommateur, en l'occurrence les assurés, avec ces interlocuteurs directs en fait. Donc les agents d'assurance, les conseillers en assurance, voilà, c'est le sujet que je connais le mieux. Déjà à cette échelle-là, ce que j'ai constaté, c'est quand même une asymétrie dans l'accès à la connaissance de l'autre. On parlait tout à l'heure d'agencement entre l'individuel, le collectif. Le client, il dispose d'assez peu de traces, d'assez peu d'empreintes que produit l'entreprise, parce que l'entreprise maîtrise beaucoup plus la production de ces traces que le client lui-même. L'entreprise dispose d'énormément de données en fait sur ses clients. Alors après, elle en fait quelque chose ou pas, elle sait
qu'est-ce qu'elle y cherche ou pas, après c'est un autre sujet. Mais il y a quand même une asymétrie dans l'accès à l'information, dans l'accès aux traces qui sont produites au quotidien. Oui, oui. Et je pense que c'est un petit peu la même chose à l'intérieur de l'entreprise. On reste quand même avec cette asymétrie. Tout le monde n'a pas accès à la même quantité et à la même qualité d'information. D'accord. Et d'accord, je comprends. Et s'il devait y avoir une discipline du client un jour, Henri, est-ce que ça serait, est-ce que ça serait la data, la science de la data science? Est-ce qu'elle a quelque chose qui est, le raccourci est facile? Quand quelqu'un parle, ça donne des idées. Bien sûr. Voilà, donc du coup, et moi je suis pas du tout indécis. Je l'ai été 3 ans et demi, nul. Bon. Ça arrive à des gens très bien. Hein. J'ai été DSI des marchés de capitaux de BNP. C'était une équipe de 400 personnes qui était dédiée au KYC, tout ce qui est les traders. C'est très algorithmique quand même. C'est quand même dans mon métier, vous voyez. Puis c'était mon client. Puis à un moment donné, j'ai eu un coup de blues. Je me suis dit, tiens, je vais rentrer à la retraite, je vais devenir DSI. Je m'étais trompé. C'était pas la retraite. C'était très, très, très fatigant. Bon, donc je suis revenu aux startups après. Toujours est-il que cette donnée que l'on manipule, ce truc que l'on fabrique, et là par exemple quand on est ici dans ce contexte-là, elle a un impact absolument faramineux. Hein, c'est-à-dire que la moindre erreur, l'effet de levier de cette donnée est très important. Ça, c'est d'une part. Mais les individus ont le même impact au sens réseau social, etc. actuellement, puisqu'en fait, on est à leur traîne aujourd'hui. On cherche les moins, on flaire leurs mouvements sur les réseaux sociaux. Donc en fait, cette histoire d'information, d'asymétrie, elle existe, mais il y a une autre asymétrie du groupe. En fait, il y a l'asymétrie de l'individu face à l'entreprise, mais il y a une asymétrie de tout le monde, entreprise plus individu, face à cette entité collective qui m'obsède. Vous avez compris ça tout à l'heure. Et quand tu as dit schéma tout à l'heure, je me suis dit, tiens, intelligence économique, et moi je suis président de l'association des gens une grosse association SKIP qui traite d'intelligence économique. Et j'ai eu, il y a 1 an et demi, un award, tout ça, pour une application d'enfer en intelligence économique qui permet à tout à chacun de comprendre son environnement. Et là où c'est marrant par rapport à l'éthique, tout ça, c'est que moi j'ai gagné l'award. Mais juste derrière nous, ceux qui n'ont pas gagné, c'était des gens qui arrivaient avec un projet sur l'éthique de la data. Et dans cette équipe, il y avait un nommé Villani, donc pas une Brel, le meilleur des meilleurs. Et nous, on l'a taclé, hein, parce que nous, on parlait business. Donc vous voyez à quel point l'asymétrie, elle n'est pas seulement dans la puissance technologique, elle est dans le fait que les acteurs n'acceptent pas de se positionner sur un point de vue humain, politique, responsabilité personnelle. Quand moi je donne un cours d'une après-midi dans une école, genre une école qui veut fabriquer des start-upers, actuellement toutes les écoles veulent fabriquer des start-upers, mais je leur dis un truc assez simple, et c'est vrai pour le DSI que j'étais, si ce que tu fais un jour, tu ne peux pas dire à ton fils, à ta fille, moi j'ai des filles, hein, si tu ne peux pas dire à ton fils, à ta fille, bah, voilà ce que j'ai fait, sans avoir honte. Si ce que tu fais, tu te dis, tiens, si c'était dans le Canard enchaîné, ça me plairait pas trop, eh bien, déjà, tu as une bonne idée de l'éthique. Tu as une bonne idée de... voilà, tu as une bonne idée de l'éthique. Ça ne dispense pas du droit. Mais c'est le hein, j'ai pas cette prétention. Pas encore. Mais c'est le premier filtre. Hein. Et si tu peux le déclarer et l'annoncer sur les réseaux sociaux sans te faire troller toute la journée, alors là, c'est qu'en plus de ça, tu es dans l'air du temps. Donc, on voit que ce qui gagne en finale, c'est le réseau social. C'est un collectif dont on ne connaît pas le sens. Plutôt la population, le groupe, c'est plus tellement l'individu qui a le pouvoir, c'est l'individu en groupe. Et d'ailleurs, ça me fait penser un petit peu aux recherches qui sont menées en biologie quand on cherche, par exemple, à comprendre une espèce animale ou une espèce biologique qu'on connaît mal ou qu'on connaît peu. C'est exactement ça qu'on fait. On essaie de collecter les traces et c'est le groupe qui prend sens. C'est-à-dire qu'on n'a aucune idée du comportement individuel de telle ou telle espèce ou de tel ou tel client. En fait, ce qui a du poids, c'est le groupe, c'est la constitution en une population, en fait. Quand j'ai calculé
méthode, quand j'ai évalué une position plausible pour un trader le matin, eh bien, c'est en fonction d'un phénomène de groupe. La bourse, les marchés financiers, tout ça, c'est du groupe. Vous voyez la puissance que le groupe a aujourd'hui, puisqu'elle peut tuer votre vie. Une crise tue notre vie, crée une guerre. Vous voyez, le groupe. Oui, il ne faudrait pas non plus finalement que ce groupe collectif, cette intelligence collective, soit aussi finalement l'objet d'une définition par uniquement le numérique. Ce groupe-là, effectivement, nos besoins, nos tendances, nos souhaits, en tant que clients, attention à ce qu'ils ne soient pas uniquement définis effectivement par l'anticipation, la prédiction, la préprogrammation de ces supposés besoins. Tant qu'ils viennent de nous, de notre expérience, de notre quotidien, effectivement, pourquoi pas. Mais si sans même souvent s'en rendre compte, et il suffit de voir pas mal de films ou de littérature sur le sujet pour comprendre que même l'impression qu'on a des fois de s'auto-déterminer en termes de besoins est en réalité, effectivement, le produit ou le résultat d'un travail. Effectivement, je voyais, j'en parlais, des différents reportages sur le sujet. Et c'est vrai que ça peut à la fois être très intéressant en tant que ça nous aide, que c'est utile pour le groupe et pour la collectivité en tant qu'outil. Mais après, effectivement, si ça devient effectivement un outil de préprogrammation ou de manipulation, ça peut être aussi dangereux. Et on le retrouve aussi dans les notions juridiques à ce niveau-là. Moi, j'allais dire, est-ce que justement, il n'y a pas plutôt aussi une bonne nouvelle dans cette notion de groupe qui ont été amenées par le digital, par les réseaux sociaux. Ça fait un certain nombre d'années que donc il y a ce déséquilibre entre l'individu et puis les organisations, les sociétés. On parle beaucoup de class act. Ça a mis un peu de temps à arriver en Europe, je crois. Et est-ce que le fait, et pour en revenir au digital, est-ce que le digital n'a pas, pour le coup, permis à l'individu de se regrouper et de créer une force, entre guillemets, une force d'opposition à des multinationales, des gouvernements, peu importe quoi, dans ce rapport qui est déséquilibré? Alors, pour rebondir sur ça, je pose la question à tout le monde, là. Oui, bien sûr. Je rebondis sur l'aspect juridique. Effectivement, c'est intéressant parce que si on prend deux exemples du moment, effectivement, aussi bien le RGPD que la directive secret des affaires, et je pourrais même prendre l'exemple de ce matin qui a été rejeté par le Parlement européen sur le droit d'auteur. D'ailleurs, je vais introduire par ça. Typiquement, on va parler d'un sujet très précis, c'est les artistes qui sont typiquement, effectivement, ou des écrivains qui sont rémunérés par des éditeurs traditionnels, historiques, s'ils publient des vidéos, des films, des bouquins. Très bien. Mais sur le numérique, la rémunération chute de 10 à 90%. Parce qu'effectivement, sur YouTube ou sur différents supports qui ne sont pas éditeurs, qui ne font pas le choix d'éditer ou pas, la rémunération que touchent les artistes est réduite de 90%. Et ce matin, effectivement, a été rejeté par le Parlement européen un projet qui visait justement à équilibrer cette obligation de rémunération des artistes, indirectement par différentes mesures, et qui devait permettre effectivement à ce rééquilibrage. Mais effectivement, sous l'effet d'une discussion, puis après, encore une fois, je ne suis pas dans les coulisses, mais ce projet, pour l'instant, est rejeté parce que évidemment, ça menace aussi forcément un intérêt numérique légitime, qui est ceux de certaines plateformes, de pouvoir quand même avoir du contenu et faire circuler du contenu sans forcément toujours être attentif à l'intérêt de la personne. Et quand je parle effectivement de ces plateformes-là, ça peut être, j'entendais aussi avant-hier dans un reportage d'interviewer Eric Schmidt, l'ancien PDG de Google, qui a une vision radicalement différente de ce que les Européens peuvent avoir en termes de protection des libertés et de la vie privée, et qui met vraiment l'accent d'abord sur l'intérêt de l'entreprise de faire des économies, quitte à définir en réalité le besoin du client, dont il n'est même pas conscient, alors qu'en Europe, le RGPD oblige, effectivement, et directive secret des affaires oblige, c'est a priori plutôt l'inverse. Et on a justement mis en place dans le RGPD, comme dans la directive, des class actions, des actions de groupe. Maintenant, c'est vrai qu'en France et en Europe, elles n'ont pas beaucoup de succès, c'est compliqué, c'est encore un petit peu... C'est pas la culture juridique traditionnelle européenne, mais ça existe. Et par contre, aussi bien dans ces 3-4 réformes du moment, il y a des procédures nouvelles pour le citoyen, pour la personne, le client, pour justement demander, pas forcément des comptes, mais avoir accès ou savoir un petit peu comment tel prestataire, tel commerçant, telle entreprise gère ou pas ses données, ses informations, sa façon d'être, de manière à ce que, idéalement, il puisse avoir au moins une transparence sur le sujet. Donc il y a quand même quelque chose qui apparaît là-dessus. Ça se met en place. Voilà. Oui. Tu me disais qu'il y avait la même chose à peu près dans l'enseignement, Frédéric. Oui, c'est exactement la même chose, puisque dans l'enseignement, on parle de plus en plus de digital learning, que ce soit du blended learning, c'est-à-dire du face-à-face et puis à distance, ou complètement du e-learning. Et la question du droit, alors non pas des artistes, mais des enseignants, se pose encore. C'est une question qui se posait il y a 20 ans, je m'en souviens très très bien encore, lorsque des enseignants, lorsqu'on mettait en place des CD-ROM, donc avec des cours, alors c'était simple, c'était du PowerPoint sur des CD, le problème est toujours pas réglé. Parce que donc justement avec la digitalisation, les institutions, les écoles souhaitent
aller vers le digital learning. Pourquoi ? Parce qu'elles sont de plus en plus mondialisées aussi, hein. On va avoir des écoles qui ont des étudiants qui se trouvent un peu partout sur la planète, qui ont des campus un peu partout sur la planète, voilà, qui ont envie il y a une transformation de l'apprentissage. Et c'est vrai que cette problématique n'est pas réglée encore. Comment rémunérer le digital learning par rapport à des enseignants qui, en fait, étaient habitués à être payés en nombre d'heures de cours. Hein, tout simplement, je fais 10 TD à tel prix, donc je suis payé, c'est récurrent, c'est tous les ans. Comment faire sauter ce verrou-là de façon à changer le mode d'apprentissage, le mode d'enseignement, tout en préservant le droit des enseignants. Et c'est une problématique tout à fait logique. On en parle avec certaines grandes écoles actuellement. C'est pour ça que je me suis permis d'intervenir sur le sujet. Merci beaucoup Frédéric. Et justement, on va ouvrir un petit peu la discussion et dépolariser un peu le débat et vous donner la parole. Là, ça vous a donné l'occasion de voir les propos de chacun, les angles de vue qui se croisent d'ailleurs énormément. Est-ce qu'il y a des questions ? Ben, il y en a, voilà, très vite, très bien. Donc je vais piquer un des micros, permettez. Merci. Je voulais juste rebondir sur 2 points qui m'ont un peu titillé. Le premier, c'est qu'on parle de désincarnation, mais est-ce que le numérique, à travers tous les sites de rencontres ou ces applications qu'on trouve dans l'avion pour recréer du lien social et se revoir, finalement, le numérique ne permet pas de réincarner le lien social ? C'était ma première remarque. Et le deuxième, c'est, vous parlez du collectif, de la puissance du collectif, mais est-ce que justement maintenant, à titre personnel, moi j'ai envie d'en sortir un peu de ce collectif, ne plus me sentir dans ce collectif qui a ce poids-là, parce que voilà, finalement, ça me met un peu mal à l'aise d'être dans ce courant, en fait. Voilà. Je réponds sur la désincarnation, Je crois. du coup. Oui, effectivement. L'effet de désincarnation, il est très temporaire, en fait, puisque on reste dans le cadre de relations d'interaction humaine, sociale. Donc, très vite, il y a des nouvelles formes de réincarnation, si je peux utiliser un terme voilà, peut-être un peu facile, mais et on va incarner d'une autre façon, mais justement, on va incarner par les traces qu'on produit, par la constitution de nouveaux groupes. En fait, c'est comme si, à la place de quelqu'un que vous avez en face de vous et que vous jugez a priori sur la rencontre, là, vous allez pouvoir la juger sur un réseau social ou un site de rencontre par le masque qu'elle porte, la façon dont elle-même s'est décrite ou la façon dont on l'a fait rentrer dans un groupe. Voilà, parce que je pense qu'il y a 2 manières de définir un groupe. Il y a soit par le bas, les individus qui se mettent ensemble pour exister en tant que groupe, mais il y a aussi les groupes que les entreprises, ou que les États, ou peu importe, fabriquent pour designent eux-mêmes pour les contrôler ou pour leur vendre quelque chose ou pour les protéger, peu importe la finalité. Et effectivement, comment on sort alors comment on sort de ça, justement? Comment on sort des masques qu'on s'est nous-mêmes créés en adhérant à ça ou qu'on nous a mis je pense que c'est pas évident. Mais il y a toujours de la réincarnation, c'est-à-dire que vous voyez une personne en vrai ou que vous voyez son profil sur un réseau social, il y a toujours un imaginaire derrière qui va se mettre en place. Il y a toujours des représentations, des éléments de comparaison par rapport à ce que vous connaissez, d'autres gens que vous avez rencontrés d'autres manières, etc. Donc, on incarne toujours quelque chose et on voit toujours une personne incarnée. Après, c'est juste le moyen comment ça se produit qui est un peu différent. Mais effectivement, la désincarnation, elle dure jamais très longtemps. Je voulais juste également, merci. Oui, juste rebondir là-dessus parce que finalement ça me parle aussi parce que je donne un exemple. Il y a 15 ans, je me souviens d'avoir vu, ça m'avait marqué, ça me reste encore dans l'esprit, un reportage sur la façon dont le Japon avait de l'avance technologique sur les outils individuels, effectivement. Et on voyait le Japon dans le métro, les Japonais dans le métro qui étaient tous effectivement devant leur écran, peut-être sur un site de rencontre, je ne sais pas. Effectivement, un site de rencontre peut éventuellement amener à faciliter des rencontres qui ne se faisaient pas avant. Mais je voyais ce reportage il y a 15 ans et je voyais 80% des personnes dans le métro comme ça qui étaient connectées sur leur écran. Je me dis, c'est dingue, c'était pas du tout le cas en Europe jusque-là. Aujourd'hui, c'est le cas. Vous allez dans le bus, dans le métro, dans le tram, où vous vouliez, même dans la voiture. Tout le monde est devant son écran à peu près une bonne partie du circuit, sauf ceux qui sont attachés finalement à voir un peu le paysage. Donc malgré tout, c'est quand même particulier. Et après, effectivement, comme c'est aussi, faut être conscient de la chose. Si on vous offre ce service de mise en relation ou de service optimisé, ce qui est très bien, moi je fais d'un tas de choses qui sont plutôt positives pour des entreprises par rapport à la mise en ligne d'une application, d'un développement d'une technologie, c'est très bien. Mais derrière, Mythique ou d'autres, c'est gratuit aussi. Donc c'est quoi la compensation? La contrepartie, il faut que les gens en soient conscients. Depuis quelques mois maintenant, avec le RGPD ou d'autres, finalement, on en est un peu plus conscient, mais la contrepartie du gratuit, c'est quand même qu'il y a
une valeur derrière. C'est la personne, même si vous êtes sur un site de rencontre, j'ai énormément de renseignements sur vous et assez intimes, du coup, en tant qu'entreprise. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je suis éthique, pas éthique? Tant mieux. Est-ce que je revends ça comme un modèle économique? Est-ce que j'en fais un autre usage? Il y a eu des scandales et des détournements aussi. Il y a eu des choses très très bien de faites. Mais voilà, il faut être conscient des risques aussi qu'il peut y avoir derrière. C'est du gratuit. Hein. Rien de gratuit. Un tout petit complément, effectivement, sur l'éthique. L'intermédiation que l'on a lors des réseaux sociaux, elle n'est pas neutre. C'est-à-dire, moi, le Google que j'ai et le Google que vous avez, ils ne donnent pas les mêmes choses. Donc, quand je vais après, dans un meet-up, rencontrer des gens, et je fais ça au physique, là, effectivement, en fait, j'ai rencontré les gens qui, au travers d'une intermédiation. D'accord. Alors, c'était vrai avant aussi. Il y avait un hasard, la rue, le lycée, le collège, l'entreprise. Mais là, elle n'est pas neutre. Et ce que je peux vous dire, moi, en tant que praticien des algorithmes, c'est que je sais l'influencer, je sais la travailler, je sais la prédire. On ne sait pas tout. Je ne sais prédire que ce qui est continu, que ce qui est en régime transitoire, c'est-à-dire tout ce qui est relativement constant dans le temps. On ne prédit pas les crises. Enfin, on fait un peu de signaux faibles aussi, mais enfin bon, on va rentrer dans des détails. Mais je sais, mais tout ce qui est à peu près commun, je sais le prédire. Quand je sais le prédire, je sais le biaiser. Je le maîtrise totalement. Donc, pour moi, la responsabilité de l'humain, la responsabilité de DSI en particulier, qui est le go-between entre tout ça, entre le data scientist, le besoin, l'extérieur, il est au milieu de tout. Hein, okay, eh bien, c'est d'assumer sa responsabilité personnelle, politique, sur le fait de dire ça, je ne le ferai pas ou je le ferai. Pourquoi c'est possible que ce soit le DSI? Parce que des DSI, il n'y en a pas des milliards, alors que des individus, il y en a des milliards. Des développeurs, un jour on dépassera le nombre d'individus, puisqu'on va faire des programmes pour développer des programmes. Donc, alors que les DSI, ça reste encore une denrée un petit peu rare. Et pourquoi il peut le faire? Parce qu'il n'est pas compris de ses clients, parce qu'il n'est pas compris de sa direction, parce qu'il n'est pas compris des mecs qui sont en dessous de lui. Donc il a le droit à l'indépendance intellectuelle, parce que de toute façon, il n'est pas... Enfin, il peut être un peu aimé quand même s'il est sympatoche, mais c'est vraiment un rôle d'incompris. Donc il a le droit d'être différent, le DSI. Il a le droit d'assumer une politique. Et bien après, il a référé à l'éthique, il s'associe dans des groupes, il discute, il bavarde. Mais bizarrement, le DSI, c'est l'avenir de l'homme, je suis désolé. Ça m'interroge beaucoup ce que tu dis, Henri. Je trouve que tu mets un poids phénoménal sur les DSI. Je vais les défendre. Je comprends leur importance, ils sont un maillon particulier. Mais pourquoi spécialement les DSI? Je te pose la question à plus forte raison que tu es business angel. Quid des... Le budget, business angel, oui, start-up, personne pour payer. Hein, donc c'est soit le client... mais j'y viens justement. J'y viens justement. Tout l'écosystème d'innovation dans lequel quelqu'un va être porteur d'une idée qui va avoir une courbe ascensionnelle phénoménale. Par contre, le degré d'éthique, il ne va pas être au rendez-vous. Cet écosystème qui va pousser cette idée, et très très vite, tu en as parlé tout à l'heure, et c'est ça qui t'a valu l'award, sans minimiser la qualité de ton travail. Ce que je veux dire, cet écosystème a cette responsabilité, elle est énorme. Il n'y a pas forcément de DSI là-dedans. On va trouver un business angel, un incubateur, un investisseur, peut-être une banque. Le seul qui peut tricher, oui. C'est le DSI. Parce que le développeur, il développe, il fabrique le meilleur des codes qu'il peut. Voilà, celui qui est le client, lui, il fantasme un truc, mais il ne sait pas si c'est possible ou pas. Et à un moment donné, le DSI peut dire oui, on le fera pas. Hein. Même face à son DAF, il arrive à tricher, il fait ça tous les jours. Donc, c'est un expert. Donc, Il confirme. C'est Oui. le seul qui peut je parle on parle d'un certain type d'application, mais des applications d'entreprise, même si on pense qu'à son entreprise, pour pas qu'elle finisse épinglée un jour comme l'entreprise la plus pourrie de l'univers, Oui. eh bien c'est encore lui qui a le plus de lucidité aujourd'hui. Alors je dis l'appel DSI, il y a peut-être un autre mot localement, mais il est là, d'après moi, le nœud gordien. D'accord. C'est pas parce qu'il y a des DSI dans la salle, hein, je promets, s'il n'y avait pas de DSI, juste dit la même chose. Sauf s'il n'y avait aucune personne comprenant le mot DSI. Oui. Merci Henri. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On allait simplement dire
malgré tout, il y a quand même ce règlement qui s'est mis en place. Il y a quand même le RGPD qui cadre un peu les choses. Et normalement, dans les textes du RGPD, il y a la nomination d'un DPO qui, normalement, si les choses sont bien faites, doit être indépendant de la DSI et doit dépendre de la direction générale. Maintenant, tout dépend de ce que veut faire la direction générale. Il y a une forme d'indépendance quand même. Il y a une forme de dépendance quand même. Vous l'aimez bien, votre machin DPO, vous hein, bon, souvent, c'est un peu dur de causer avec lui. Hein. Donc... Effectivement, souvent, mais lui-même déjà a du mal à parler avec lui-même en général, parce qu'il faut déjà qu'il comprenne le RGPD. Mais le DPO étant souvent un ancien peut-être du DSI, parce qu'il a évolué, qu'il est venu dépôt peut-être, et puis le CIL était ça avant. Mais malgré tout, le DPO, moi je dis toujours, c'est pas seulement un juriste ou un technicien, certes ça en est un, mais avant tout c'est un manager et un communicant. La personne, pour ça que quand vous disiez DSI, moi je pense au DPO effectivement, parce que pour moi la personne qui va communiquer, qui a à communiquer sur le sujet global, pas uniquement sécuritaire. Ça peut être quelqu'un de merveilleux, ouais. individuellement. Hein. Mais pour moi, c'est un traducteur, ça fait pas. C'est-à-dire que il vulgarise le sujet, donc il est super utile. Il peut même souvent, il a même un profil parfois historiquement qui est supérieur au DSI parce que c'est un ex-DSI, parce que ceci, parce que cela, peu importe. Mais lui, il parle à l'oreille des chevaux, à l'oreille de la direction générale. Et donc c'est le super traducteur. Il n'empêche que celui qui peut dire on peut ou on peut pas, ça reste le DSI. Donc le pouvoir de tricher, celui qui traduit, il l'a pas. Il n'y a que le DSI qui a le pouvoir de tricher. Et être libre, c'est tricher. C'est biaiser le système. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que c'était une question, ça. Parce qu'on a bientôt fini. Allez, encore des questions, je suis sûr. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Non. Ok, bah, s'il n'y a pas de questions, c'est parfait. On va clore cette première partie en remerciant Henri Laude, Frédéric Bourguet de Fidal, Marie-Laure Cuisance, Frédéric Digleria d'Econocom. Merci à tous, même si on va vous revoir tout à l'heure lors de la restitution, si vous le voulez bien. Merci beaucoup.